Voyons quelques aspects essentiels de l'aventure maritime des Français vers l'océan Indien à l'époque moderne, c'est-à-dire au XVIIe siècle essentiellement. Donc au XVIIe siècle, les premiers colons français qui débarquent d'abord à Madagascar, puis à l'île Bourbon, et plus tard à l'île Maurice, à l'époque Île-de-France, enfin qu'on a appelé l'Île-de-France, à l'île Rodrigue et aux Seychelles, embarquent presque tous dans des grands ports de Bretagne, Brest, Saint-Malo, Lorient et Nantes. Certains également à La Rochelle, à Rochefort, au Havre ou à Dieppe, c'est-à-dire les grands ports de la côte atlantique nord. On ne s'engage pas à la légère dans ce genre d'aventure. Les équipages des bateaux ne peuvent qu'être constitués de marins aguerris. Ils sont formés, ces équipages, essentiellement de Bretons. 80%, dit-on, des équipages sont bretons. Les matelots sont recrutés par des boscos aux ordres des officiers. Alors j'ai là une citation, c'est de René Favier dans son livre « Les Européens et les Indes orientales » au XVIIIe siècle, édition Orphise. Voilà ce que dit Favier. Sur les bateaux français, l'état-major était composé de 6 officiers. Le capitaine, le premier lieutenant, le second lieutenant, le premier enseigne, le second enseigne et l'enseigne surnuméraire. Du chirurgien-major, de l'écrivain, commissaire de bord et de l'aumônier. Donc les 6 officiers sont capitaine, premier lieutenant, première enseigne, seconde enseigne et l'enseigne surnuméraire, les autres n'étant pas officiers. Alors ces officiers, sur environ 1400, selon Favier, à servir sur les bateaux de la compagnie, en grande majorité des Bretons, 70% souvent originaires de Saint-Malo. Pour ce qui est des futurs colons, même s'ils ne sont pas tous nés dans les provinces de l'Ouest, puisqu'il en vient aussi de provinces intérieures de la France, il paraît impensable qu'un homme né à Lyon, à Paris ou à Orléans, je donne des villes au hasard, fasse très rapidement, surtout à cette époque, le voyage qui l'amène dans un port de l'Atlantique et immédiatement se retrouve à bord du premier navire en partance pour le bout du monde. Ça ne se passe pas comme ça. Rappelons que les voies terrestres sont difficiles à pratiquer. Il faut de nombreux jours, voire des semaines de navigation pour parcourir quelques centaines de kilomètres en diligence. Alors oui, en diligence, mais les transports fluviaux sont également lents. Je dis diligence parce qu'en fait, on dit coche d'eau, mais on en reparlera. Donc ils font ça en péniche à traction animale, par des chemins de halage, donc tirés par des chevaux, et on appelle cela des coches d'eau, ou plutôt des chalands ou gabarres de Loire. Il faut savoir aussi que les voyages en diligence sont dangereux, il y a beaucoup de bandits de grands chemins qui attaquent les diligences. Arrivé dans un port de l'Atlantique, le candidat à l'émigration, pour être retenu, doit d'abord faire la preuve de ses compétences de pionnier, est-ce qu'il a vraiment envie de partir, de sa bonne santé physique et mentale, mais surtout de sa moralité. Les départs des bateaux pour les mers du Sud se font d'ailleurs qu'à certaines périodes de l'année, afin d'éviter les tempêtes hivernales de l'Atlantique et de profiter des vents favorables dans l'océan Indien, c'est-à-dire les alizés et les moussons. N'oublions pas qu'à cette époque, les ports sont en eau peu profonde. Les navires chargés ne peuvent en sortir que lors de marées suffisantes. Par exemple, en octobre 1800, au départ du Havre du bateau qui amène Bory de Saint-Vincent au Mascareigne, le 18 au matin, craignant de ne pouvoir profiter de l'eau qui lui avait manqué lors de la marée du 7, le capitaine Baudin tente de faire sortir le naturaliste du port bien que le vent soit contraire. Donc c'est une citation sur l'expédition Baudin qui fut l'un des plus grands voyages d'exploration scientifique français au début du XVIIIe siècle. Avant leur embarquement, les partants peuvent être amenés à séjourner dans le port où ils doivent embarquer plusieurs mois, durant lesquels ils acquièrent forcément la culture du lieu,
langage, nourriture, organisation sociale, état d'esprit, croyance même. D'ailleurs, beaucoup sont presque ruinés par le paiement de pensions trop longues et parfois fort onéreuses. L'émigré se retrouve la plupart du temps en Bretagne, où la mentalité est profondément celtique. Alors que lui n'est plus qu'un déraciné, souvent seul de surcroît, n'ayant d'autre choix que d'épouser la vie du milieu populaire local où il se trouve. Les ethnologues affirment que l'immersion totale dans une autre société que celle de son enfance provoque rapidement l'absorption de l'individu par le groupe où il a émigré et que les réfractaires à l'intégration retournent immanquablement à leur lieu d'origine. J'en sais quelque chose, puisque j'ai émigré à l'île de la Réunion et je me suis créolisé très rapidement. Cela ne signifie pas que l'individu perd tout de ses anciennes racines, mais seulement qu'il en assimile d'autres qui prennent pas forcément sur les premières, puisqu'elles sont celles du nouveau milieu où l'individu vit. La personnalité de chacun, nous dit l'historien Jean Roux, résulte de l'inscription progressive en lui de ses comportements face au monde, aux autres et aux idées, sous forme d'habitudes constitutives d'une seconde nature qui se subordonne à la première. C'est ainsi que se modèle notre personnalité, moins naturelle que socio-culturelle. Okay ? Donc on a une personnalité qui est plus socio-culturelle. Bien sûr, on a aussi notre inné naturel. Gageons que la personnalité d'un jeune immigrant européen originaire de Reims ou de Mâcon, je dis au hasard, par exemple, après avoir quitté définitivement son lieu de naissance, passé de longs mois à Brest, Lorient ou Saint-Malo, puis sur un grand voilier, est plus marqué des caractères socio-culturels d'un Breton que de ceux d'un Champenois ou d'un Bourguignon lorsqu'il arrive à Madagascar, à l'île Bourbon ou en Inde. Okay ? À bord, le migrant voyage avec une majorité de gens de ces provinces de l'Ouest dans une promiscuité étroite et durant de longs mois. Je cite, « La durée même des voyages était assurément la cause principale des difficultés de vie à bord. Pendant de nombreux mois, les marins devaient vivre dans la promiscuité, l'obscurité de l'entrepont, le manque d'air, l'humidité, le bruit, les odeurs et surtout l'ennui. Que l'on combattait par des jeux, par des contes, par des fêtes, au passage de la ligne par exemple, c'est-à-dire quand on passe l'équateur. Et pour les officiers, bien sûr, qui ne se mélangent pas, par la musique, la lecture et les spectacles théâtraux. Eh bien oui. Tous les passagers, officiers ou autres, partagent la joie que procure l'évasion maritime, bien sûr, mais surtout ils partagent la peur, très souvent, de mourir lorsque la tempête arrive et que le navire subit des avaries ou quand la maladie atteint les premiers navigants. Une des plus terribles et la plus fréquente reste le scorbut, qui fait agoniser dans des souffrances atroces. Alors je cite, c'est un article de l'encyclopédie Vulgaris Medical, scorbut, acide ascorbique, que j'ai trouvé ça. Débutant par de la fatigue, le scorbut se manifeste ensuite par des œdèmes des bras et des jambes, puis des hémorragies, saignement du nez et des gencives et échymose sous-cutanée. Les dents se déchaussent, deviennent branlantes et tombent parfois. Incapables de tenir debout, les sujets atteints meurent d'épuisement ou d'une complication infectieuse respiratoire. J'ai un autre témoignage, c'est celui d'Anctil du Perron, du XVIIIe siècle, voyageant vers l'Inde, et il est éclairant. Nous étions près du tropique, écrit-il, près du tropique du Cancer, lorsque plusieurs matelots furent attaqués d'une maladie dont nous ignorions la nature et la cause. Leur langue enfloie, alors je le dis en langage de l'époque, ils devenoient noirs, ne pouvoient plus respirer et mouroient en 2 fois 24 heures, c'est-à-dire en 48 heures. Des 45 hommes d'équipage, 30 furent attaqués du même mal. Nous perdîmes plus de 100 hommes. La moitié de l'équipage étoit sur le lit. Dans la Sainte-Barbe, dans l'entrepont, sur le Gaillard, on n'entendait que gémissements, souvent interrompus par le canon qui annonçait que l'on jetait quelques morts à la mer. Il parut alors que c'était une sorte de maladie contagieuse apportée par plusieurs soldats sortis des prisons.
Voilà le témoignage d'Anctil du Perron. On remarquera que la maladie s'attaque d'abord aux hommes d'équipage, qui sont forcément les plus exposés puisqu'ils doivent assurer par tous les temps les manœuvres nécessaires à la navigation. Alors, nouvelle citation, toujours d'Anctil du Perron. Un sommeil interrompu, le scorbut, souvent des vivres pourris, des quarts où ils sont percés jusqu'aux os par la pluie, voilà ce qu'ils ont à attendre, les pauvres marins. Or, ces équipages sont formés, nous l'avons déjà vu, par une majorité de Bretons. Il apparaît certain que dans ces moments-là, n'ayant aucune connaissance de l'origine des maux qui les affectent ou des intempéries qu'ils subissent, ces hommes n'ont guère d'autre solution que le recours à leurs croyances populaires, c'est-à-dire les fameuses superstitions greffées sur un christianisme marqué par la chrétienté celtique. Alors, quel genre de choses, de pratiques ils peuvent faire? Des passes, c'est-à-dire les mains, voilà, des formules incantatoires, des potions miraculeuses, des prières magiques pour tenter de sauver leur peau. Il serait déraisonnable de penser qu'un Rémois ou un Mâconnais, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ne deviennent pas de cette façon aussi celtes de mentalité qu'un natif de Bretagne. Voilà pourquoi son lieu de naissance, au marin, n'a que peu d'importance dans le transfert culturel qu'il opère. Cela d'autant plus qu'il n'est pas vraiment conscient des valeurs de sa propre culture, de son identité provinciale d'origine, et qu'il n'a pas d'intérêt particulier à s'y accrocher avec obstination, comme le feront, à tort ou à raison, des militants politiques ou culturels nationalistes de l'époque contemporaine. Alors, l'idée de nationalisme ne se répand dans le milieu populaire, je fais une petite apostrophe là, que tardivement, en tout cas, pas avant le milieu du XIXe siècle. En France, le concept de nation au sens actuel du terme vient de la Révolution, mais ne s'imposera à une large majorité des peuples de France que sous la Troisième République. Il aura naturellement ses opposants qui créeront des nationalismes régionaux et se heurtera très durement au nationalisme étranger, notamment au nationalisme allemand, avec deux guerres, 14-18, 39-45, mais aussi aux nationalismes coloniaux, notamment l'Indochine et l'Algérie. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse à propos du nationalisme. Donc les marins à bord, eux, n'ont pas l'esprit de nationalisme et n'ont pas la conscience d'avoir une culture d'origine qu'ils doivent garder. Donc ce qui fait qu'automatiquement, ils vont prendre la culture la plus fréquente à bord, on va dire, c'est-à-dire la culture celtique des marins, marins bretons. Rappelons également que les termes de la marine à voile, les expressions typiques pour décrire telle ou telle manœuvre de bord, sont pour la plupart issus du gallo, la langue d'échange des gens de l'Ouest, la langue de la Bretagne orientale. C'est dans cette atmosphère bien ouestienne, on va dire comme ça, que baigne durant de longs mois le voyageur pour l'océan Indien. Alors les voyages durent 3 mois quand tout va bien, 6 mois quand ça va moins bien, et quelquefois 1 an. La flotte de Montevergue partira en mars 1666 et n'arrivera à la Réunion, à l'île Bourbon, qu'en mars 1667, après avoir passé 3 mois au Brésil pour réparer des avaries. Bon, c'était une grosse flotte de plusieurs, une bonne dizaine de bateaux. Pas tous sont arrivés d'ailleurs. Voilà. Alors, ainsi, ces immigrants dans les mers du Sud ont pu emmener avec eux cette culture et les croyances spécifiques de l'Ouest, le christianisme celtique notamment, et les partager avec les croyances d'autres civilisations très différentes de la leur, essentiellement malgaches et indiennes, puisqu'ils sont, pour la plupart, ils vont se marier avec des femmes de Madagascar ou de l'Inde, créant ainsi une sorte de syncrétisme religieux que l'on retrouve encore aujourd'hui à l'île de la Réunion, mais aussi dans d'autres îles créoles du sud-ouest de l'océan Indien, Maurice, Rodrigue et les Seychelles, voire même, dans certains endroits, à Madagascar ou en Inde. Voilà pour ces quelques aspects de l'aventure maritime des Français vers l'océan Indien à l'époque moderne. Et je vous dis à une prochaine fois.